Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Prévention. Aujourd'hui, donc, je suis avec Mathilde Pereira, ostéopathe, qui nous accueille dans son cabinet. Déjà, merci pour avoir accepté de bien vouloir faire ce podcast. De rien, c'est gentil à vous d'avoir proposé. Ok, écoute, on est un petit peu dans la continuité depuis le début du podcast. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger autour de ton métier, de ce que tu penses de la prévention, et puis qu'on puisse peut-être aller sur certains cas pratiques. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va commencer. Est-ce que toi, tu peux te présenter? Tu es aujourd'hui une jeune ostéopathe. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours, nous donner un petit peu tes différentes envies pour ce métier? Ouais, très jeune ostéopathe. J'ai été diplômée en fait l'année dernière, à peu près au mois de juillet. Donc D'accord. Très jeune ostéopathe. Donc aujourd'hui, excuse-moi de te couper, on est fin novembre 2022. Ouais. C'est en juillet 2021 ou 2022 que tu as été Juillet 2021. D'accord. Okay. Voilà, donc ça fait un petit peu plus d'1 an que je suis diplômée. À la base, je comptais faire que des remplacements ou trouver une collaboration. Donc collaboration, c'est travailler avec un ostéopathe qui est déjà dans son cabinet et faire un peu comme du remplacement, mais au niveau du statut, c'est un petit peu différent. Et puis finalement, je suis tombée sur une annonce en fait pour récupérer un cabinet d'une ostéopathe qui s'en allait complètement. Et puis voilà, du coup, je me suis installée dans le cabinet au mois de décembre 2021, le 24 décembre, pour Noël. Donc là, ça va faire quasiment 1 an du coup que je suis installée. Ça démarre bien. Franchement, je ne vais pas me plaindre, ça démarre plutôt bien, avec une patientèle vraiment variée. Je vais avoir du bébé qui sort de la maternité à la personne âgée. Il me semble que la plus âgée que j'ai eue, c'était 88 ans peut-être. Ok. Donc voilà, avec divers motifs, bien évidemment. Et puis, donc, je sors de l'école IDEO, donc l'Institut Dauphine d'ostéopathie, qui n'a rien à voir avec la fac Dauphine, qui est du coup sur Paris, plutôt côté Austerlitz. D'accord. Voilà, donc pas très loin d'Austerlitz. Et puis du coup, voilà. Ok, écoute, t'es même allé un petit peu plus loin, on va pouvoir y revenir. Du coup, moi je suis un petit peu confus, tu m'as parlé au début d'un certain format pour être ostéopathe, oui. Puis après d'ostéopathe à plein temps. C'est quoi la différence? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça? Parce que c'est vrai que nous, en tant que patients, potentiellement, on se dit qu'on va voir l'ostéopathe et qu'il n'y a pas différents statuts ou formes. Du coup, donc pour exercer, il faut qu'on soit diplômé. Ça, de toute façon, il n'y a pas de différence, il faut qu'on soit diplômé. Du coup, on peut faire soit des remplacements. Donc les remplacements, ça va être vraiment sur une période définie, plutôt courte, maximum sur des mois. Par exemple, pour un remplacement en congé maternité, par exemple. Donc là, ça va être vraiment plutôt sur du plus long terme. Mais sinon, c'est sur, en général, des vacances, 1-2 semaines. Voilà, donc ce format-là, en fait, ça va être l'ostéopathe qu'on va dire référent, donc l'ostéopathe qui est dans son cabinet de base, qui va encaisser les consultations et qui va faire une rétrocession, donc redonner de l'argent à l'ostéopathe remplaçant. Donc D'accord. Là, comme ça, c'est comme ça qu'il est rémunéré. Est-ce que c'est sur des barèmes qui sont prédéfinis ou c'est au libre arbitre? En général, en moyenne, on fait à peu près une rétrocession de 30%, donc l'ostéopathe référent garde 30% sur la consultation et l'ostéopathe remplaçant du coup 70%. En général, c'est à peu près ça. Après, voilà, ça peut varier selon les personnes, mais on va pas faire non plus du 50-50 ou ce genre de choses-là. Après, on a la collaboration. La collaboration, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est sur du plus long terme. Par exemple, moi, j'ai commencé en collaboration sur les 2 mois de transition. Après tes études? Donc, après mes études, toujours. Et en fait, là, du coup, on fait selon les jours. Donc, moi, j'avais le mardi, le jeudi, le vendredi matin et quelques samedis. Donc là, après, voilà, c'est en fonction du planning. Et la différence qu'il va y avoir donc avec le remplacement, ce sera donc sur du plus long terme, mais aussi au niveau encaissement des consultations. Là, c'est le collaborateur qui encaisse et qui rétrocède à l'ostéopathe référent. D'accord. Donc là, c'est un petit peu la différence qu'il y a. Et après, du coup, il y a le référent qui a son cabinet... Voilà, qui peut prendre ou pas remplaçant ou collaborateur. Voilà, donc là, moi, aujourd'hui, on va dire que je suis référente dans mon cabinet. Pour l'instant, sans remplaçant, sans collaboration. Donc voilà, je suis toute seule. Tout va bien. Tout va bien. D'accord. Donc tu me disais que tu es dans un cabinet pluridisciplinaire. C'est ça. Donc du coup, avec une ostéopathe, toi en l'occurrence,
Et 3 kinés. 3 kinés, oui. Ok, alors comment est-ce que ça se passe pour l'installation? Tu m'as dit que du coup tu as fait un remplacement. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Comment on a fait pour te prendre toi, pas quelqu'un d'autre, sachant qu'aujourd'hui on est à Poto Combo? Est-ce que c'est une zone qui est en demande, qui est carencée sur les ostéopathes et sur ce genre de soins-là? Comment ça se passe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Poto Combo, on est beaucoup d'ostéopathes. Il y a énormément de kinés aussi, mais contrairement aux kinés qui, eux, ont des listes d'attente. Les ostéos, on arrive quand même à avoir notre patientèle régulièrement, les semaines qui se remplissent. Donc pourquoi moi et pas un autre? Et ben ça en fait ça a été l'ostéopathe qui était là avant moi qui a complètement décidé. Voilà, c'est sa partie l'ostéopathie, donc c'était elle qui voyait pour la personne qui remplaçait, donc il me semble qu'elle a vu plusieurs personnes. Et puis finalement c'est moi qu'elle a choisi, donc on a commencé en collaboration au début pour voir si ça marchait déjà, si moi ça me plaisait, si les patients était ok, et puis après on est parti du coup sur la récupération du cabinet. Voilà. Après c'est vrai qu'il y a des ostéopathes, il y en a un qui est quasiment juste en face du cabinet qui s'est installé en même temps que moi, je sais pas s'il a regardé du coup autour un petit peu ou pas, mais du coup c'est vrai que ça divise un petit peu la patientèle en deux. Forcément. Après on a un autre cabinet avec plusieurs ostéos dedans, je crois qu'ils sont 3, un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, ça va. Il y a de la demande, j'ai suffisamment de patients par mois, j'ai le minimum. D'accord. Donc pour l'instant, tout va bien. Et puis la patientèle continue d'augmenter. Mon chiffre continue d'augmenter. Donc c'est déjà bien. Des bonnes choses et des bonnes perspectives. Voilà. Tout à l'heure, tu me parlais un petit peu de ta partie formation. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, les écoles d'ostéopathie en France? On a pu en parler un petit peu avant le podcast. Est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif pour revenir sur ce qu'on s'était dit? Moi, j'étais persuadé qu'il y avait seulement 2 écoles d'ostéopathie en Ile-de-France. J'avais cru comprendre qu'il n'y en avait pas tant que ça. Est-ce que tu peux nous dire tout ça? Ouais, alors, donc il y a plusieurs écoles en Ile-de-France. Donc on en a une, donc celle que j'ai faite moi, en plein cœur de Paris. Il y en a une à Champs-sur-Marne aussi qui est assez connue dans le coin parce que forcément c'est plus près. Il y en a une du côté de Cergy, une à Montparnasse normalement si je ne me trompe pas, et une dans le nord de Paris. D'accord. Il me semble que j'ai fait à peu près le tour de toutes celles qui sont en Ile-de-France. Du coup les études c'est en 5 ans. 5 ans, voilà. Après le bac du coup? Après le bac, directement après le bac. Okay. Il n'y a pas de prépa, il n'y a pas de concours d'entrée, c'est sur dossier. Et il n'y a pas forcément besoin de faire S pour rentrer. D'accord. Voilà, dans ma promotion, il y avait une fille qui sortait d'un bac L. D'accord. Mais voilà, elle a complètement réussi, elle a eu son diplôme. Est-ce qu'un bac professionnel c'est compatible ou pas? Normalement oui, parce que c'est sur dossier, il n'y a pas de concours d'entrée. Donc, et puis j'avais même des personnes qui se réorientaient complètement. Voilà, en première année, on a eu une dame de 45-50 ans, je crois, qui a voulu se réorienter. D'accord. Donc voilà, en 5 ans, la première année, on reprend toutes les bases en biologie, voilà, tout ce qu'il y a besoin de savoir, on reprend tout, comme ça tout le monde est à égalité là-dessus. Beaucoup d'anatomie sur les 2-3 premières années, histoire d'être vraiment calé dessus. En même temps, c'est un gros morceau. Voilà, parce que l'anatomie, c'est pas que le système squelettique, articulaire, osseux. On voit aussi les muscles, le système neurologique, vasculaire, aussi tout ce qui est organes, viscéral, tout ça. Donc on voit vraiment l'intégralité du corps humain, parce que l'ostéopathie, c'est pas que les os. Et ça, beaucoup de patients arrivent et se disent « Ah, c'est pas que ça ». Non, on prend vraiment le corps dans sa globalité. Donc ça, c'est un gros morceau qui dure à peu près 3 ans. Après, on a un gros morceau aussi sur tout ce qui est pathologie, sémiologie, maladie, parce qu'on est quand même des praticiens de première intention. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'ordonnance pour venir nous voir. Et donc, il faut qu'on sache si le patient est pour nous ou s'il faut qu'on le réfère à un médecin un peu plus spécialisé, au cas où s'il y a vraiment quelque chose en dessous. On ne peut pas poser de diagnostic parce qu'on n'est pas médecin, mais on peut se dire « Ah, ça me fait penser quand même à telle maladie, vous devriez aller voir votre médecin pour faire plus des examens, savoir un peu plus ce qu'il y a. » Et c'est vrai que c'est pas rare que j'ai des patients avec des douleurs, par exemple douleurs lombaires, tout bête. On a des tests orthopédiques à faire, donc c'est des tests médicaux là pour le coup, pour déterminer un petit peu d'où vient la douleur. S'il y a des tests qui sont un petit peu positifs, notamment au niveau lombaire par rapport à tout ce qui va être hernie discale, conflit radiculaire, des trucs avec la sciatique, tout ça, c'est vrai que j'hésite pas à dire
allez faire quand même une radio, enfin demandez une radio, un examen à votre médecin pour qu'on soit sûr de ce qu'il y a dedans, pour que je puisse travailler dessus. Vraiment, pour pas faire de bêtises, pour pas aggraver la douleur s'il y a une lésion en dessous. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros morceau aussi de la formation. Et ensuite, à partir de la 3e année, on commence les stages. D'accord. Donc c'est des stages d'observation en première, 2e année. 3e année, en fait, on est en clinique. Donc chaque école a sa clinique à elle, en fait, où les patients viennent. Donc les consultations sont pas chères parce que c'est des consultations étudiantes. Et en tout cas, donc, à l'Institut Dauphine, je suis pas sûre que ça fonctionne, enfin toutes les cliniques fonctionnent de la même manière. Je pourrais pas parler pour tout le monde. Mais en tout cas, où j'ai fait mon école, à partir de la 3e année, on était au 1er semestre en binôme avec un 5e année, où là, c'était encore de l'observation, 1er semestre. 2e semestre, on faisait l'anamnèse, donc c'est l'interrogatoire en début de consultation, où voilà, on pose les questions sur la douleur, sur le quotidien de la personne, savoir un petit peu voilà, comment marche son quotidien, essayer de déterminer 2-3 petites choses. 4e année, là on est toujours en binôme, mais du coup de 4e année, il y en a un qui fait du coup l'anamnèse et l'autre qui fait le test et le traitement. Et puis on inverse selon les consultations. 5e année, du coup, si on est en binôme, bah voilà, on fait soit toute la consultation, soit que test-traitement. Mais voilà, en fait, à l'IDEO, ils veulent y aller progressivement, en fait. Vraiment être sûr que chaque étape de la consultation soit bien sûr, en fait, avant d'aller un petit peu plus loin. Comme ça, au moins, on est bien sûr que l'anamnèse est OK, les tests sont OK, le traitement est OK. Et après, voilà, on débriefe avec un superviseur qui est soit toujours dans la salle avec nous, soit qui vient régulièrement vérifier que tout se passe bien. Et donc le petit débrief à la fin de la consulte qui, voilà, sur les choses à améliorer, sur les choses qui étaient bien. Et ça peut être au niveau relationnel avec le patient, comme vraiment au niveau technique, en fait. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, la grosse partie quand même aussi, dont j'ai pas encore parlé, c'est dès la première année, dès le premier jour, les cours de pratique. Ok. Et ça, c'est sur le camarade de classe. Voilà, on change de binôme, filles-garçons mélangés, il n'y a pas de tabou. La relation encore, en fait, est complètement différente quand on est en ostéo. Tout de suite, en fait, on va dire qu'on désexualise un petit peu le corps. Quand même, il faut le dire. Ce qui peut être un peu perturbant pour les premières années, j'imagine, voilà. Lorsque tu arrives et que dès le premier jour, on exactement, te demande c'est ça. On arrive, bon bah allez, hop, tout le monde en sous-vêtements, et puis on y va, cours d'anatomie palpatoire, on commence toujours là-dessus. Donc on a des structures anatomiques qu'il faut qu'on aille palper, qu'on cherche. Par exemple, les muscles, on va aller à l'insertion, on va suivre tout le muscle pour aller jusqu'à la terminaison. Enfin, voilà, faut aller chercher les choses. Et je me souviendrai toujours de mon premier jour de pratique. On a commencé par le bassin. D'accord. Et notamment aller chercher le coccyx. Ok. Donc, zone très intime. Bien sûr. Voilà, je sais que la promo précédente, eux, ils avaient commencé par le pubis, donc par devant. Voilà, au moins comme ça, on pose les choses, c'est au clair, et après, il n'y a plus de gêne, en fait. Ok, et ça, c'est quelque chose... donc toi, tu as l'air de t'y être faite. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer ce cap-là Ouais. Parce que j'imagine que c'est... Voilà, ça peut être intime et très compliqué pour certains. C'est ça, oui. Il y a des élèves qui n'ont pas pu passer au-dessus, et du coup, qui ont arrêté les études, parce que finalement, ils se sont rendus compte que c'était pas pour eux, que ça correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient faire, ou pas du tout à l'idée qui s'en était faite. Donc ouais, non, on a eu beaucoup de départs. C'est simple, on a commencé en première année, on était une centaine, je crois, dans la promotion, et on a terminé à, si je dis pas de bêtises, 55-60. D'accord, et donc ça, c'était cette chute du nombre de futurs ostéos, c'est décorrélé du niveau d'études, de la difficulté des examens, et c'est vraiment dû à cet aspect-là, du coup, la désexualisation. Non, pas que, ouais, il y a aussi la difficulté des études. D'accord. Voilà, c'est quand même très compliqué. Il y a des gros blocs anatomie, sémiologie qui sont quand même très compliqués à avoir en tête, à garder en tête surtout. C'est vrai que c'est pas rare que moi, de temps en temps, voilà, je me dise, bon bah voilà, le prochain patient, c'est un patient que j'ai l'habitude de voir. Voilà, il a une douleur, admettons, à tel endroit. Je suis pas sûre d'avoir bien en tête toute la zone. Donc je rouvre mes cahiers d'anatomie, histoire pour être bien sûre de bien voir toute la zone et de savoir sur quoi travailler, sur ce que j'aurais pu louper sur la précédente consultation. Ou alors, voilà, j'ai des patients qui m'appellent pour prendre rendez-vous, qui me disent, bah voilà, je viens pour telle douleur.
ok, c'est pas un motif que j'ai régulièrement, je vais quand même revoir un petit peu mes cours pour me remettre un petit peu dedans. Et ça, je pense qu'il faut continuer à le faire régulièrement, ça, parce que l'anatomie, il y a tellement de choses qu'on en oublie. Et puis il y a tellement de liens à faire dans le corps que on est obligé de revoir, forcément. Okay. D'accord, j'imagine bien. Pour revenir du coup par rapport à toutes tes études, donc on part sur peut-être ce qu'on aurait pu avoir en tête, c'est-à-dire au-delà des cours d'anatomie palpatoire qui sont tout le long de tes études, tu commences au début plus sur de la théorie et au final tu es plus sur de la pratique avec le patient final au fur et à mesure des études. Oui, voilà, c'est ça. C'est au niveau de la proportion, on va être très théorique au début forcément, et puis plus ça va aller, plus on va être vraiment dans de la pratique. En 5e année, on a très très peu de théorie et c'est surtout en fait des cours pour l'installation au cabinet, donc des cours de gestion, des cours un petit peu de comptabilité, ce genre de choses vraiment plus concret, quoi. D'accord, donc ça c'est intéressant. Oui. Et c'est assez carencé dans pas mal d'autres métiers où justement sur les dernières années on reproche à beaucoup de formations de ne pas être dans le vif du sujet et sur ce qui se passe une fois qu'on est sur le terrain. Donc c'est plutôt intéressant que ton école, si tu peux nous redonner le nom. C'est l'Institut Dauphine d'ostéopathie. D'accord, que cet institut-là soit dans le concret, c'est quand même assez intéressant. Bah, ça fait partie des décrets en fait, ça doit faire partie des cours et donc c'est déjà bien qu'on en ait, mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait avoir plus d'heures là-dessus parce qu'une fois qu'on est lancé dans le vif du sujet, c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu au début, donc c'est quand même bien d'avoir quelques cours, mais je pense qu'on pourrait aller quand même un petit peu plus loin là-dessus. D'accord, donc il y a quand même des choses à améliorer. Voilà. J'aimerais que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours à toi, Mathilde, en tant que jeune lycéenne, du coup. Donc toi, du coup, tu as sous-entendu que tu avais fait sûrement un bac S, c'est ça? L'ostéopathie, l'école d'ostéopathie, quelque chose que tu as voulu faire directement? Est-ce que tu voulais faire peut-être d'autres métiers autour du soin, autour de la santé? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors, mon parcours, il est un petit peu, on va dire, atypique. D'accord. Parce que mon métier de rêve, c'était vétérinaire. D'accord. Donc du coup, j'ai fait toute ma scolarité dans le but d'être vétérinaire. J'ai même fait mes 2 ans de prépa. Voilà. J'ai passé le concours et là, je ne l'ai pas eu, le concours. Donc le projet, c'était vétérinaire ostéopathe animalier. Donc je me suis dit, bon, je vais regarder pour faire directement ostéopathe animalier. À l'époque, il y avait très peu d'écoles, très peu de débouchés. C'était pas encore bien connu. L'ostéopathie humaine. Je me permets de te couper, mais je ne connaissais pas du tout le métier d'ostéopathe animal. Ça commence un petit peu à faire surface, mais donc à l'époque, pas du tout. Donc très peu de débouchés, et j'avais vu qu'on pouvait commencer par l'ostéopathie humaine, on va dire, et ensuite faire des séminaires, formations, pour récupérer l'animal. Donc j'en suis venue à chercher les écoles pour l'humain. Et puis du coup me voilà à l'Institut Dauphine d'ostéopathie, avec au début toujours en tête le projet pour récupérer l'animal ensuite. Aujourd'hui, au bout d'1 an d'exercice en cabinet avec les bipèdes, on va dire, je suis de moins en moins certaine de récupérer l'animal après. D'accord. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire déjà sur l'humain que en fait, l'animal, je vais le garder en passion. Avoir mes animaux à la maison, faire du cheval. Je vais garder ça côté vraiment loisir. Ok, ou peut-être possiblement si un jour on en a marre. Plus tard, me rediriger un petit peu plus vers les chevaux. Okay, mais c'est plus du coup dans le projet immédiat. C'est plus le projet immédiat. Non. Est-ce que les ponts sont facilités entre du coup le métier d'ostéopathe sur les hommes et vers l'ostéopathie, vers d'autres types de structures? Là tu me parles des animaux, peut-être que ça peut se faire sur... Oui, en fait là pour les animaux c'était vraiment un séminaire en fait. C'était un week-end tous les 2 mois je crois sur 1 ou 2 ans selon l'animal qu'on voulait, parce qu'il y avait plus ou moins de cours. Et puis ça se fait très facilement en fait, il suffit d'être diplômé en ostéopathie pour pouvoir y accéder, ou je crois que même dès la 4e année d'école on peut y accéder déjà. Je sais que du côté justement de Champs-sur-Marne, il me semble qu'ils ont une école qui fait ça, donc qui est une école déjà d'ostéopathie animalière et qui du coup rajoute un petit peu les séminaires pour les autres. Après, en tant qu'ostéopathe humain, on a plein de formations à côté post-diplôme qu'on peut effectuer sur le sportif, sur la femme enceinte, sur le nourrisson, sur tout un tas de choses. En fait, on a vraiment plein de formations qu'on peut faire après post-diplôme, qui sont très intéressantes. J'en ai repéré plusieurs. D'accord, tu peux nous dire lesquelles? Donc moi je voudrais plutôt côté périnatalité, donc femme enceinte, nourrisson. Après, je voudrais faire aussi une formation plutôt axée sphère gynéco aussi.
parce qu'aujourd'hui, bon, on commence à en parler un petit peu plus, par exemple de l'endométriose. Ça commence à faire surface, mais on a plein d'autres pathologies gynéco où, bien sûr, on ne pourra pas soigner, mais on pourra améliorer le quotidien de ces femmes-là qui sont vraiment très très gênées par ces pathologies-là. Et j'ai quelques patientes qui ont de l'endométriose et je vois la différence. Franchement, elles sont mieux après et elles reviennent justement pour ça. Donc je me dis que ce côté-là, il pourrait être pris. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant et tu parlais d'endométriose. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Personnellement, je connaissais absolument pas et je connais ça que depuis quelques années et j'ai l'impression que c'est sur une tendance globale, on commence à parler un peu plus de certaines douleurs au niveau des femmes et donc c'est plutôt une bonne chose. Donc en tout cas, je t'invite à continuer dans ce sens-là. Bah oui, et puis c'est vrai que je fais quand même une petite part de prévention aussi là-dessus. Donc quand je vais avoir des jeunes filles, voilà, j'hésite pas à poser les questions qu'il faut poser. S'il y a des douleurs qui sont très très importantes, voilà, je dis aux parents, n'hésitez pas à les consulter assez rapidement, comme ça, plus tôt c'est diagnostiqué, plus tôt c'est pris en charge, et plus tôt elle peut être un petit peu plus confortable, on va dire, dans son quotidien, quoi. D'accord. Tu parlais juste avant de poursuite de formation, donc des formations que tu avais envie de faire. Comment est-ce que ça se passe? Toi, ça fait un peu plus d'1 an que tu es diplômée. Oui. Tu m'as dit en préambule que tu travaillais avec le nouveau-né jusqu'à des personnes de 88 ans. J'imagine que tu dois avoir plein de types de douleurs, plein de types de demandes différents. Oui. Est-ce que tu étais prête lorsque tu es arrivée? Est-ce que tu t'es retrouvée face à des difficultés, face à des patients auxquels tu ne pouvais rien dire, sur lesquels tu avais vraiment des grosses difficultés? Comment est-ce que ça se passe pour toi dans cette situation-là en tant que jeune ostéopathe? Globalement, je me sentais quand même assez confiante et assez prête quand je me suis installée. Après, le petit côté où j'étais un petit peu moins prête, on va dire, c'était surtout avec les nourrissons. Parce que les nourrissons, en fait, à l'école, on n'a pas vraiment de cours dédiés à ça. On en parle rapidement dans certains cours, mais on n'a pas de module vraiment axé nourrisson, femme enceinte, pareil. Femme enceinte, sur les techniques, voilà, on voit des techniques et puis on se dit, sur la femme enceinte, il faut s'adapter parce que forcément, elle ne peut pas se mettre sur le ventre. Donc, il faut adapter un peu les positions. Donc là-dessus, c'est vrai qu'un module supplémentaire vraiment axé périnatalité, je pense que ça pourrait être très intéressant. Après, je vous parlais des stages. Il y a des stages en maternité, mais les places sont très très limitées. Ça va être 5 personnes sur toute une promo qui vont pouvoir y aller. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, ce côté périnatalité ne m'intéressait pas trop. Je me suis dit, tout le monde va y aller. Voilà, c'est un sujet un peu global. Ok, ça m'intéressait vraiment pas. Je m'axais peut-être plutôt au côté sportif. D'accord. Avec l'équitation, le rugby, voilà. C'est ces 2 sports-là qui sont quand même assez présents dans ma vie, on va dire. Et puis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je travaille avec les petits bébés, ça me plaît beaucoup. Donc, avant que l'ancienne ostéopathe parte du cabinet, j'avais fait quelques consultations nourrissons avec elle, histoire de commencer à me familiariser un petit peu avec ce type de patient-là. Et puis finalement, au fur et à mesure des consultations, on est de plus en plus à l'aise en fait. On se dit que oui, c'est tout petit, c'est fragile, mais ça reste un patient. Ça reste un patient, donc il faut le soulager. Aujourd'hui, maintenant, je voudrais me former un petit peu plus de ce côté-là parce qu'il y a des consultations où le bébé il ressort soulagé. Les parents ils me rappellent plus tard en me disant que tout va bien, c'est beaucoup mieux. Mais il y a certaines consultations où les parents repartent avec le bébé et je me dis j'aurais pu aller plus loin. Avec des outils que je n'ai pas encore en ma possession. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais du coup aller justement plus loin avec les formations. Donc peut-être du coup l'année prochaine, à voir à quelle date elles sont, en fonction de mes dispos, en fonction de la trésorerie aussi. Bien sûr. Parce que c'est quand même des frais, même s'il y a un organisme qui prend en charge une certaine somme par an de nos formations, il faut quand même avancer les frais. Avant de pouvoir se faire rembourser. Donc quand on débute notre exercice, au niveau trésorerie, on est toujours un petit peu limité au début. D'accord. Donc c'est pour ça, les patients là qui commencent à augmenter un petit peu, donc c'est chouette, ça donne un petit peu de perspective pour plus tard. J'aimerais revenir sur la notion de première intention dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes viennent sans avoir d'ordonnance. Ça reste quand même complètement différent de ce qu'on peut voir pour beaucoup de praticiens. Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un désavantage pour ton métier? Moi, je dirais que c'est plutôt un avantage.
parce que là, je vois mes collègues kinés, du coup en kiné, c'est sur ordonnance, elles sont overbookées. Elles ont une liste d'attente qui est très très longue. Elles ont même commencé à refuser du coup les patients tellement la liste d'attente est longue. Et c'est que sur ordonnance. Et sur ordonnance, du coup, en fait, le médecin note ce qui doit être fait. D'accord. Alors qu'en ostéopathie, on se fait notre propre diagnostic ostéopathique qui est différent du coup du diagnostic médical. Voilà, on va faire nos tests, on va voir ce qui bouge bien, ce qui bouge moins bien, ce qui est à travailler. Et on n'est pas limité en fait par le médecin qui dit voilà, faut travailler telle zone, telle zone, telle zone, de telle manière. Voilà, en fait, on travaille comme on le sent. Comme on le sent, c'est-à-dire que voilà, on va sentir avec nos mains les tensions du corps. Et voilà, vraiment, et puis choisir nos techniques. À l'école, on voit tout un tas de techniques. On a forcément le crack, donc c'est l'HVBA, haute vélocité, basse amplitude. Donc ça va être quelque chose de très rapide, mais on ne va pas aller loin en fait dans l'amplitude. Donc il y a ces techniques-là. On a des techniques dites d'énergie musculaire. Donc là, en fait, on va travailler sur la contractée-relâchée, soit pour travailler vraiment au niveau de l'étirement du muscle, soit pour avoir une visée articulaire, comme on a des muscles qui sont souvent très proches d'articulation, certains muscles qui vont même couvrir plusieurs articulations, ça peut être intéressant de travailler comme ça. On va travailler sur les fascias. Donc les fascias, en fait, c'est des membranes qui sont partout dans notre corps. Moi, je les compare un petit peu à des pelotes de laine, en fait, quand ils sont un petit peu... quand ils ont besoin d'être travaillés, pardon. Et la pelote de laine qu'on vient tout doucement délier, dérouler. Donc on a ces techniques-là, on a les techniques crâniennes, évidemment, qui sont un peu similaires aux fascias, un petit peu. Et on a les techniques viscérales aussi. D'accord. Donc très très complet. Et du coup, j'ai oublié la question de départ. C'est pas très grave, je te parlais des premières... première intention. Les premières intentions, excuse-moi. Et donc du coup... Les avantages et les Voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de pouvoir choisir sa technique aussi, c'est quand même un avantage, parce que c'est vrai que des fois, on mange ensemble avec mes collègues kinés, et on échange, forcément. Et il y a certains patients que, elles auraient bien aimé travailler plutôt de telle manière, plutôt en renforcement, plutôt que de faire des massages, en fait. Et c'est vrai que le massage, oui, certes, ça détend, mais ça ne va pas régler la source du problème. Bien sûr. Et pour moi, ça, c'est vraiment un avantage. Et puis après, il y a beaucoup, beaucoup de patients, et de plus en plus, je trouve, qui viennent d'abord chez l'ostéopathe avant de se rendre chez leur médecin. Parce qu'ils n'ont pas envie de prendre des médicaments, parce que le médecin, il va leur donner des anti-inflammatoires, des décontractants musculaires, mais ça ne va pas régler la source du problème, alors qu'ils savent que chez l'ostéopathe, nous, on va chercher la source du problème, en fait. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça sous-entend que vraiment, les patients arrivent à faire justement cette différence entre les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Oui. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec un kiné récemment qui me disait que des fois, le métier, c'était un petit peu flou, les différences entre les deux. Est-ce que, toi déjà, tu peux nous dire un petit peu quelles sont les différences selon toi, ce que tu vois sur le terrain, ouais. Et ensuite, si tu peux nous dire est-ce que c'est clair dans la tête des patients ou si la frontière est fine. Alors, la frontière, elle est fine. Effectivement. Moi, en ostéopathie, je vais travailler dans la globalité surtout. Pour moi, l'ostéopathe, il est là pour redonner de la mobilité aux structures qui en ont perdu. On a tendance à parler de blocage. Le vrai blocage n'existe pas. On ne va pas avoir une vertèbre lombaire qui va être complètement figée. Ça va être en fait une perte de mobilité dans un sens. Mettons la lombaire, elle va en rotation. Elle va perdre de la mobilité dans une rotation. Ça va être un petit peu ça en fait le blocage dont on parle, mais la lombaire elle n'est pas figée, elle continue de bouger, et heureusement. Donc l'ostéopathe il va vraiment redonner de la mobilité. Le kiné, lui, ça va être un peu plus spécifique pour moi. Ça va être du travail post-chirurgical. En ostéopathie aussi, on peut faire ça aussi post-chirurgie, retravailler sur la zone parce que forcément on a des tensions qui se créent. Mais le kiné, ça va être vraiment de la rééducation, de la proprioception aussi après une entorse. Donc vraiment rééduquer le pied, à savoir dans quelle position il est, dans quel espace il est. Donc ça va être un petit peu tout ça. C'est vrai que mes collègues kinés, elles travaillent beaucoup là-dessus. Elles ont aussi du travail en balnéo. D'accord. Chose que tu ne fais pas du tout. Chose que je ne fais pas du tout. Il y a de l'ostéopathie aquatique. Je ne me suis pas encore totalement bien renseignée dessus, mais je crois qu'on travaille beaucoup sur les fascias du coup.
parce que je vois mal comment est-ce qu'on peut faire des techniques de cracking dans l'eau. C'est un Bien peu sûr. comme, voilà, hormis noyer le patient, ce qui n'est pas du tout le but. Voilà. Mais ouais, elles font de la balnéo, ce qui permet de travailler tout en renforcement, mais sans avoir cette gravité en fait qui vient peser un petit peu. Donc voilà, elles ont différentes manières de travailler, mais c'est vraiment très localisé sur une zone en fait. Alors que nous, en ostéo, on va être vraiment plutôt global. D'accord. Ça va être surtout ça, je pense. Donc tu vois plus une complémentarité plutôt qu'une opposition. Oui. Et Ah oui, globalement, complètement. c'est ce qui ressort Oui. lorsqu'on échange avec ces professionnels. Oui, bah, j'ai 2-3 patients qu'on a en commun justement avec mes collègues. Voilà, j'ai un patient qui est très âgé, qui a fait une chute justement au mois de juin, si je ne me trompe pas, qui a voulu se rattraper avec la main et en fait ça aurait dû casser. Sauf qu'il s'est luxé le coude. Une belle luxation propre, nickel. Ils ont pu lui remettre tout de suite en place sans avoir à opérer, sauf qu'en fait il a eu un œdème énorme. Et aujourd'hui, il peut... Bon, aujourd'hui, si. Là, la dernière séance qu'on a faite, il pouvait y aller. Mais en fait, il avait du mal à venir toucher son visage juste en pliant le coude. D'accord, tellement l'œdème était important. Voilà, sans avoir à recruter l'épaule pour venir. Donc là, aujourd'hui, il peut au moins s'essuyer un petit peu le visage. Il peut pas aller jusqu'à l'oreille encore. Mais on y travaille justement. Donc, il fait de la kiné avec ma collègue. Et moi, du coup, voilà, je reviens travailler justement un petit peu au niveau de l'articulation du coude, au niveau des fascias du coude, au niveau du ligament aussi un petit peu, parce que c'est cette partie-là qui reste un petit peu sensible. Et au fur et à mesure, en fait, des séances, ça va de mieux en mieux. Donc, c'est ma collègue kiné qui m'a demandé si je pouvais le voir, parce que ça commençait un petit peu à stagner. Les résultats commençaient, voilà, un peu... vraiment, voilà, c'est ça, à stagner. Et là, le fait de le voir en ostéo, bah, ça a un petit peu relancé la machine et les résultats commencent à arriver un petit peu plus. Donc voilà, je continue à le voir. Pareil, j'ai une dame pour un genou. Elle a eu 5 opérations pour une prothèse de genou. D'accord. Pareil, œdème, limitation d'amplitude. Voilà, bon, on gagne pas non plus beaucoup de centimètres au fur et à mesure, mais ça permet, voilà, de relancer un petit peu et d'avoir des résultats et d'avoir un patient du coup qui se sent mieux. Bien évidemment, c'est ce qui est le but. Voilà. Et donc du coup, toi, tu sens qu'il y a une différence et que les patients arrivent à faire vraiment cette différence entre les kinés et les ostéopathes. C'est quelque chose que tu vois? La plupart, oui. Il y en a certains quand même qui vont poser la question en consultation. Ouais. Ou certains qui m'appellent et qui me demandent, voilà, est-ce que bah, du coup, il y a besoin de la carte vitale, est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Bah non. Il y a aussi ce point-là différent entre nous. C'est que du coup, forcément, comme c'est sous prescription, la sécurité sociale rembourse. Nous, la sécurité sociale, on n'y est pas du tout rattaché. Et je dirais même, heureusement, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que la Sécu, du coup, elle fixe les tarifs. C'est elle qui choisit les tarifs pour tel acte, alors que nous, en tant qu'ostéo, on choisit notre tarif. Voilà, on peut le faire évoluer, on peut le faire augmenter, on peut le faire baisser, on peut le faire moduler selon les patients. Voilà, j'ai des patients qui reviennent régulièrement, bah, je sais que quand je les vois trop fréquemment, voilà, je fais un petit geste quand même, voilà, je ne vais pas leur faire payer 60 € pendant X temps, je diminue un petit peu le tarif de façon à ce qu'eux aussi puissent suivre là-dessus. Parce que même s'il y a de plus en plus de mutuelles qui commencent à rembourser, toutes ne remboursent pas à 100%, et en général, il y a un quota limité par an. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi un avantage que moi j'y trouve, de pouvoir moduler mon tarif en fonction du patient aussi. Bien sûr. Mais tous les patients ne font pas la différence. Donc il y a souvent besoin de rappeler un petit peu la définition. Un petit peu de pédagogie, ça fait pas Voilà, mal. c'est ça. De toute façon, j'explique toujours tout. Pendant les consultations, bon, sauf si je vois que le patient n'est vraiment pas du tout intéressé par mes explications et qu'il préfère être juste tranquille sur la table, attendre que ça se passe. Fort heureusement, c'est pas la plupart. Ouais. Mais c'est vrai que j'explique toujours tout. D'accord. Surtout quand c'est des gens qui viennent pour la toute première fois chez l'ostéopathie. Là, c'est primordial de vraiment tout expliquer pour que le patient il sache ce qui s'est passé, pourquoi il est venu et ce que c'est vraiment l'ostéopathe et l'ostéopathie. Donc vraiment grosse partie pédagogique aussi que je trouve très importante. D'accord. Donc tout à l'heure tu me disais que l'ostéopathie c'était pas remboursé par la sécurité sociale, donc ça je pense qu'on le sait. Contrairement à la kiné, et tu me disais aussi que les kinés, ils croulaient sous les demandes et qu'il n'y avait que très peu de place. Il y a forcément un lien. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup ce lien, toi tu avais l'air de nous dire que c'était plutôt un avantage pour vous? C'est ça? Oui. À terme, toi tu ne vois pas, tu n'aurais pas cette envie justement du coup d'avoir un remboursement pour qu'au-delà du cadre et de la réglementation tarifaire sur chacun des actes, vous puissiez être pérennisé sur vos actions et avoir...
Ouais, avoir un petit peu plus de sécurité? Je pense que cette finalité-là, je pense qu'on pourrait l'avoir autrement que en étant lié à la sécurité sociale. D'accord. Je pense qu'on pourrait l'avoir déjà en arrêtant la petite guéguerre qu'il y a entre les médecins et les ostéos. Bon, c'est peut-être de moins en moins le cas, mais il y a encore beaucoup de médecins qui font un peu la guerre à l'ostéopathie en disant que c'est dangereux, notamment pour les manipulations cervicales, alors que alors j'ai plus la source en tête, hein, mais il y a eu une étude qui a été faite. Le risque de trouble artériel suite à une manipulation, donc en crack au niveau cervical, il est de l'ordre de 0,006%, alors qu'avec une prise de paracétamol, donc du Doliprane, chose qui est très commun. Voilà, très commun, limite en libre service en pharmacie, ce même risque-là, il est de l'ordre de 5-6%. D'accord. Donc voilà, ça reste à nuancer. Ça remet en perspective, voilà, faut toujours nuancer. Il n'y a pas de risque zéro, mais le risque il est quand même plus faible. Et je pense que dès que les médecins auront compris qu'en fait l'ostéopathie, ça peut permettre aux patients d'éviter de prendre des anti-inflammatoires quand c'est pas forcément nécessaire, les décontractants, voilà, quand on pourra faire une économie en fait au niveau pharmaceutique, donc au niveau médicamenteux, juste en référant à un ostéopathe. Faire un peu comme je fais avec mes kinés en fait, juste voilà, référer, dire va voir un ostéopathe et si vraiment la douleur elle est toujours persistante, voilà, on verra un autre traitement. Bon, bien évidemment on pose toujours tout un tas de questions au début de consultation pour être bien sûr que c'est bien pour nous. S'il y a un risque ou un petit doute, voilà, référer au médecin. Mais je pense que si on travaille vraiment main dans la main avec le médecin, il n'y a pas besoin de la sécurité sociale en fait, je pense. À titre personnel, est-ce que toi tu es recommandé par des médecins qui sont dans le secteur de Poto Combo, donc la ville où nous sommes actuellement? Pour l'instant je ne sais pas. J'ai eu une patiente qui est venue avec une petite lettre d'une podologue qui est de Villiers-sur-Marne, donc pas très loin d'ici. Voilà, pour un petit check-up avant de faire les semelles orthopédiques définitives. En fait, elle avait déjà ses semelles provisoire et voilà, elle voulait juste que je fasse un petit check-up, que je réaligne tout entre guillemets, que je vois que tout bouge bien avant de faire les semelles définitives. Et c'est vrai que ça, j'aime bien ce genre de consultation là. C'est voilà, comme ça on remet tout à zéro, on repart sur une bonne base et le ou la patiente a vraiment son corps qui est prêt à accueillir les semelles. Mais pour l'instant non, hormis du coup les kinés avec qui je travaille qui m'envoient des patients. Pour l'instant, je n'ai pas eu vraiment de lettres. Voilà, j'attends juste que le bouche à oreille se fasse avec mes patients et que éventuellement ça arrive un petit peu plus, quoi. D'accord, de toute manière c'est un processus qui voilà, vient d'arriver, donc on espère que ça va pouvoir se pérenniser de ton côté. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une journée type pour toi, Mathilde? Comment est-ce que ça se passe lorsque tu arrives au cabinet? Voilà, tu as ton déroulé, tu as ton agenda, tu sais comment ça se passe? Ouais. Alors du coup, ma journée type, en fait, elle commence dès le réveil. J'éteins mon réveil et tout de suite, je vérifie Doctolib parce que en général, les patients prennent rendez-vous un petit peu à l'avance, mais il y en a qui se rajoutent dans la nuit. C'est l'avantage de Doctolib, de ne pas avoir à attendre que le praticien soit ou pas disponible par téléphone. Voilà, Doctolib, c'est vrai que ça, c'est une facilité pour le coup. Donc j'ai tout mon agenda qui est déjà bien repéré. Donc au moins, voilà, au réveil, je sais à quelle heure il faut que je parte de chez moi pour arriver au cabinet. J'essaye d'arriver le plus en avance possible. Pour, déjà là on est en hiver, donc du coup pour chauffer un petit peu ma salle, parce que voilà, comme c'est par clim réversible, faut faire des économies d'énergie, donc on éteint la nuit, donc voilà. Donc essayer de chauffer un maximum pour que moi déjà je n'ai pas froid, parce que je suis très frileuse, donc si j'ai froid, le patient, quand il sera en sous-vêtements, c'est même pas la peine. Donc voilà, donc j'arrive un peu en avance, donc le temps que ça chauffe, je fais un peu de compta. J'essaye d'en faire régulièrement, au moins une fois par semaine, histoire de ne pas me retrouver à la fin du mois à tout faire. Parce que personne n'aime la compta. Donc au moins comme ça, c'est fait au fur et à mesure. Voilà, et puis du coup, après, je vérifie un petit peu les dossiers, s'ils sont toujours à jour, si c'est des nouveaux patients ou pas. Si c'est des nouveaux, je crée le dossier. Donc avec Doctolib, on a le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, mail et numéro de téléphone. Donc déjà, ça, c'est déjà une partie que j'aurais pas à redemander au patient quand il arrivera. Et Doctolib, ça représente une part importante de ta patientèle? Oui. Tu arriveras à me donner un pourcentage? Honnêtement, c'est 98-99%. D'accord. Ouais. C'est vraiment que les personnes âgées qui m'appellent ou alors des personnes qui ont besoin de renseignements avant de prendre rendez-vous.
et c'est très très peu. D'accord. Donc ça reste quand même un excellent outil qui n'était pas disponible il y a quelques années encore. Non. Et puis l'avantage, c'est qu'en fait, sur Doctolib, on marque quel type de moyen de paiement on a. D'accord. Et moi, je prends la carte bleue, chose que la plupart des OCO ne prennent pas, parce que ça fait des frais en plus, des charges en plus, donc voilà. Mais moi, j'ai pris le parti de la prendre, parce qu'aujourd'hui, on paye tout par carte bleue. Les jeunes n'ont quasiment pas de chéquier, les espèces, on en a quasiment plus sur soi. Donc il faut penser à aller tirer des espèces pour pouvoir venir chez l'ostéopathe. On n'y pense pas forcément. Donc au moins comme ça, je suis sûre d'être payée à la fin de ma consultation, mais ça facilite aussi un petit peu le contact. J'ai beaucoup de patients qui m'ont dit bah oui, je suis venue vous voir parce que vous aviez la carte bleue. D'accord, donc au final c'est un bon choix que donc voilà, c'est ça. Et puis si au fur et à mesure je vois que j'ai de moins en moins de patients qui me payent par carte bleue, que c'est de moins en moins rentable pour moi, je la retirerai. Mais là aujourd'hui c'est très rentable, donc je la garde. Et puis ça permet aussi sur Doctolib de marquer aussi les formations qu'on a faites. Et puis j'ai quelques patients qui sont venus parce que je faisais de l'ostéopathie viscérale. Donc vraiment très spécifique. En fait c'est un peu notre CV finalement aussi. Ouais, complètement. En plus de la prise de rendez-vous qui est facile. Donc ça pour le coup Doctolib, quand on s'installe, je pense que c'est un outil à avoir. D'accord. Et puis ça permet aussi de voir les autres ostéopathes qui sont dans le secteur, voilà. Les différences de formation ou de spécialité qu'ils peuvent avoir avec toi. Complètement. Tu sais Mathilde que je viens en tant que référente d'AS Mouvement, on est une agence spécialisée en prévention et nous c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des seniors. Les seniors, on a une problématique qui est assez récurrente, c'est les chutes et donc on fait beaucoup de prévention de chutes. Toi, est-ce que tu as beaucoup de seniors qui viennent suite à des chutes et est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu le protocole que tu pourrais faire pour quelqu'un qui a chuté? Alors, on va dire que quasiment toutes les personnes âgées que j'ai eues en consultation, elles ont au moins chuté une fois. D'accord. Au moins, et on va dire récemment, c'est-à-dire il y a moins de 2 ans. Tout à l'heure je parlais de mon patient avec sa luxation de coude. Il a rechuté encore là il n'y a pas très longtemps. Et pour le coup, après il avait donc plutôt des douleurs au niveau bassin. Donc après j'ai pas un protocole, je me dis pas il y a eu chute donc je fais ça. En fait ça va dépendre du patient, de toute manière, comme pour tous les patients, pour tous les motifs de consultation. Mais je vais vérifier que tout bouge bien, qu'il n'y a pas eu de casse, surtout pour les personnes âgées, parce qu'on sait que les fractures sont vite arrivées. Et puis je vais surtout travailler, on va dire, de manière douce. Donc sur les fascias, avec l'énergie musculaire, je vais éviter tout ce qui va être technique de crack. Parce que, notamment chez les femmes, il y a de l'ostéoporose. Donc l'ostéoporose, c'est en fait une déminéralisation osseuse qui fait que l'os va être beaucoup plus fragile et on peut avoir des fractures spontanées. Donc sans choc, sans rien, la côte elle va casser. Donc on va éviter d'abîmer encore plus le patient qu'il ne l'est. Et puis ça va être surtout de redonner de la mobilité. Après, je sais qu'en kiné, ils apprennent vraiment à la personne à se relever dans n'importe quelle situation elle est, parce que c'est vrai qu'une personne âgée qui reste au sol, c'est pas bon. Non, plus on reste longtemps au sol, plus les statistiques sont mauvaises pour le reste. C'est pas bon du tout. Donc moi après, je vais aussi leur conseiller de continuer à bouger. Pourquoi ? Pour garder un certain tonus musculaire, pour travailler l'équilibre, pour essayer d'éviter au maximum ce risque de chute. Parce que une personne qui est stable, qui a un tonus musculaire pour, s'il y a une perte d'équilibre, pour pouvoir se rattraper, ça c'est quand même très très important. Donc c'est vrai que ça, j'essaye d'inciter, même tous les patients d'ailleurs, à bouger. De toute façon, le mot-clé en ostéopathie, c'est mobilité, quoi qu'il en soit. Donc pour les personnes âgées, ça va être surtout ça, vérifier qu'il n'y a pas de casse, essayer de retravailler tranquillement sur les zones qui ont vraiment été touchées, sur les zones d'impact en fait, et même un peu à distance, parce que ça peut se répercuter plus haut, avec tous les liens qu'on peut faire dans le corps, qui est assez magnifique quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, mais un vrai casse-tête quand ça fonctionne mal. Donc faut bien aller voir, chercher un petit peu toutes les structures qui peuvent être touchées, et puis faire de la prévention justement avec, continuer à bouger. Puis je le vois, la différence entre un patient qui essaye d'aller marcher un petit peu tous les jours, au moins ça, sortir de chez lui, aller se promener un petit peu en forêt, ou juste le tour du pâté de maison, et une personne qui est complètement sédentaire. Je vois la différence, même la manière dont elle se retourne sur la table,
La personne qui ne bouge pas, c'est très très compliqué. Je suis obligée de l'aider. C'est des consultations qui durent plus longtemps forcément. Qui sont laborieuses. Voilà, c'est ça. Je sais que ce genre de consultation-là, je vais dépasser mon temps. Donc je prie dans ces cas-là pour n'avoir personne derrière, pour pas avoir trop de retard. Mais ouais, j'essaye d'inciter vraiment tout le monde à bouger. C'est très très important. Tu me disais justement qu'avec tous les patients que tu avais cet esprit et cette volonté de prévention. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la prévention globalement en France? Donc pas forcément au niveau de ton métier, mais si on parle de prévention globale, est-ce que tu dirais qu'on est en avance, qu'on est en retard? Quel est ton point de vue un petit peu sur tout ça? Je pense que, déjà, il y a un petit quelque chose. On va dire que c'est mieux que rien, mais je pense qu'on pourrait mieux faire. Vraiment mieux faire. Voilà, quand je vois les affiches, mal de dos, bouger. Oui, d'accord. Mais comment? Dans quelle mesure? Quelle intensité? Quelle fréquence? Je pense que là-dessus, on peut aller plus loin. Voilà, moi, c'est vrai que je conseille à mes patients pas forcément 5 heures de sport par semaine. C'est beaucoup trop, surtout pour ceux qui sont vraiment pas du tout sportifs. Ils me regardent en coin comme ça, ils me disent oui, d'accord, et puis je sais très bien qu'en rentrant chez eux, l'idée elle est complètement sortie de la tête. Je leur dis voilà, essayez déjà 2-3 séances d'une demi-heure par semaine, c'est plus simple à caler. Bien sûr. Et puis je leur dis voilà, vous n'allez pas courir, vous n'allez pas vous tuer à la salle de sport, choisissez un sport qui vous plaît. Déjà qui vous plaît parce que d'une, vous serez motivé à y aller. De deux, sur le long terme, vous allez continuer à y aller. Et puis ça va vous faire du bien aussi au moral. Donc forcément, quand on a envie d'y aller, c'est beaucoup mieux. Franchement. Mais je pense que ouais, au niveau prévention, déjà prévention ostéopathie, j'ai cherché un petit peu, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Voilà, j'ai regardé les plans justement qui sont sortis pour la période 2018-2021. J'ai cherché un mot ostéopathie, il n'est cité nulle part. Ostéopathie, on n'est pas du tout cité. Mais ça, du coup, c'est à votre corps de métier de sensibiliser, d'être... Oui, voilà, c'est à nous de faire l'effort, du coup, et pourtant, c'était le ministère de la Santé. Donc, en fait, ils nous oublient complètement, on va dire. En fait, ils prennent pas du tout en compte les médecines complémentaires, on va dire ça comme ça. Ils sont très axés médecine générale, enfin, le corps médical, comme on en entendait parler il y a 50 ans, quoi. Donc, je pense que, du coup, effectivement, c'est à nous de faire le travail. Donc ça commence déjà en consultation et puis après faudrait que nos organismes aussi essayent de parler un petit peu plus, de faire leur campagne aussi à eux. Je sais pas où ils en sont, j'ai aucun écho, donc je pense qu'ils sont pas très loin. Mais voilà, si déjà moi j'arrive à faire ma petite prévention à mon échelle, déjà c'est déjà bien. Après voilà, on aura forcément des patients qui seront plus réceptifs que d'autres. Voilà, moi je sais que je fais mon sport avec une application sur le téléphone qui est très très bien faite, très complète, avec une partie alimentation aussi. J'ai plusieurs patients avec qui j'en parle qui me demandent le nom de l'application en sortant. Donc ça je me dis bon. Tu peux nous la donner? C'est Fit Fight Forever. Donc avec Thibaut Geoffrey et Justine Galis. Voilà, en général ils sont un petit peu connus. Il y a Sissi d'un côté et puis Justine de l'autre. Faut aimer, faut accrocher, mais leur application est très complète. Il y a du pilates, il y a du yoga, donc il y a aussi des choses plus tranquilles, vraiment plus douces. Leurs programmes sont aussi, en tout cas en yoga et pilates, axés postpartum, donc vraiment très très doux. Donc ça c'est plutôt bien, et puis leurs programmes sont très très bien faits, quoi. Vraiment progressifs dans la longueur, progressifs dans la séance. Donc c'est vrai que j'aime bien la conseiller. Après, pour ceux qui n'ont jamais fait de sport, je préfère leur conseiller d'aller plutôt dans les cours collectifs ou dans des cours pour avoir vraiment un coach qui déjà peut les corriger sur la posture, sur leur position pour pas qu'ils se fassent mal. Parce que rien qu'avec du gainage, on peut très facilement se faire mal. Et du coup, par exemple, là on parle pour des personnes qui sont pas sédentaires, qui ont peut-être pas de difficultés. Pour, je sais pas moi, pour une personne ayant des fragilités, quelles sont les pistes que tu donnes habituellement? Pour les personnes un peu plus fragiles, par exemple les personnes âgées, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller des étirements. D'accord. Après, on sait que les personnes âgées ne sont pas forcément les plus souples. Oui. Donc c'est pour ça que je montre toujours l'étirement et je demande à la personne de faire. Comme ça, on voit si elle est capable de le faire déjà ici. Si elle n'est pas capable de faire, on ajuste. On change de méthode, on change d'étirement, on module, on adapte. Mais pour les personnes âgées, ça va être surtout aller marcher, parce que ça c'est quand même quelque chose qu'ils sont capables de faire.
Les étirements dans la mesure du possible avec leur souplesse. Voilà, ça va être vraiment les 2 grosses choses que je vais conseiller, et puis surtout l'hydratation aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ce soit n'importe quel patient, on boit de manière générale pas assez. Pas assez, ouais. Et surtout les personnes âgées parce qu'elles ont plus trop la sensation de soif en fait. Donc c'est vrai que ça, voilà, je leur conseille vraiment un maximum parce que j'ai beaucoup de personnes âgées qui me disent bah oui, voilà, la nuit j'ai beaucoup de crampes. Oui. C'est normal, il faut boire un petit peu plus, voilà, faut essayer soit de se forcer, je sais que c'est pas simple, faut y penser. Donc c'est vrai que par exemple en été je conseille d'aromatiser un petit peu l'eau, voilà, mettre un petit peu de citron, de la menthe, des fruits. Il y a pas mal de techniques, même avoir toujours une bouteille d'eau à côté de soi, ça incite à boire. Voilà, tu es une bonne exemple. Tu es un bon exemple. J'essaye voilà, de respecter déjà cette règle-là que je donne. Donc voilà, c'est des petites astuces en fait. Voilà. Okay. J'essaye de donner une astuce au moins à chaque patient. Ils ne doivent pas passer la porte de chez moi sans avoir eu au moins une astuce pour leur quotidien. Et quelque chose qui soit facilement réalisable. D'accord. Ok. Non, mais écoute, c'est très clair. Et puis je vois où tu veux en venir effectivement sur cette partie prévention au global. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelle est la suite un petit peu pour toi, sachant que tu viens de t'installer comme tu nous le disais? Quels sont tes plans sur du moyen long terme? Déjà une augmentation du nombre des patients. D'accord. Ça forcément ça va finir par venir parce que voilà, je viens de m'installer, c'est progressif, il faut être patient. Après voilà, j'ai parlé des formations tout à l'heure, donc que je puisse les réaliser assez rapidement. Peut-être pas tout de suite, mais au moins voilà, faire 2-3 formations, au moins 2 l'année prochaine, je l'espère. Parce que voilà, après il faut le temps que ça rentre bien dans la tête, que ce soit bien acquis. Et puis après, c'est vrai que j'avais aussi dans l'idée, pour l'instant c'est qu'au stade d'idée, mais d'éventuellement faire quelques petits partenariats après, à voir dans quelle mesure, comment, avec certaines entreprises autour. Okay. Parce que là, du coup, je suis dans un quartier pavillonnaire, mais juste à côté, il y a une grosse zone un petit peu commerciale. Donc voir avec 2-3 entreprises, peut-être par exemple Sazi Center qui a un grand magasin de motos, Triomphe aussi qui est pas très loin. Parce que je sais que les motards ont tendance à tomber de temps en temps. Donc voilà, c'est aussi des chutes. Pas forcément chez personnes âgées, mais des chutes quand même qui pourraient être pas trop mal. Donc voir dans quelle mesure le faire. Et puis j'avais aussi dans l'idée de faire des partenariats avec les centres équestres. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup autour aussi. Ce qui est ta passion, voilà. On a pu le comprendre. C'est ça, ce qui est ma passion. Donc du coup, peut-être rattraper les chevaux un petit peu plus de ce côté-là. Bon, je serai avec les cavaliers, mais... c'est très important pour la pratique sportive. Si notre corps déjà il bouge bien, surtout à cheval, tout notre corps a besoin d'être vraiment délié, souple. S'il y a des tensions, notre pratique elle est un petit peu moins bonne, on va dire. Donc ouais, peut-être tout ça. D'accord, bon écoute, on te souhaite tout ça. Il y a peut-être aussi des pistes avec les salles de sport. Nous qui les fréquentons pas mal, les différents collaborateurs d'AS Mouvement, c'est vrai que dans les salles, souvent il y a des petites cartes avec des kinés et des ostéopathes. Surtout qu'il y a un Basic Fit pas très loin. D'accord, bon, voilà, ça fait... à voir aussi là-dessus. Ça fait être une piste. Écoute, merci Mathilde de nous avoir reçus dans ton cabinet. On te souhaite du coup le meilleur pour la suite. Et puis on se retrouve très vite pour un autre épisode de Parlons Prévention. Merci. Merci à vous.